Chers amis insoumis, je ne vais pas être très originale, je vais commencer par un merci. Un merci d'abord de votre accueil dans la maison insoumise. Merci à tous ceux qui sont déjà venus me voir au travers des discussions dans cette salle. Merci aussi à tous ceux qui m'ont encouragé sur les réseaux sociaux. Merci, et merci aussi pour tout le travail que vous avez fait. Le travail sur le programme, des semaines de débats, des centaines de contributions, et puis des milliers de votes pendant ce week-end. Et ce week-end, en point d'orgue, que j'ai l'honneur et la responsabilité de conclure, ce week-end de travail studieux, riche, prometteur. Merci aussi de montrer que la politique ne se fait pas que par intermittence, et jamais, jamais sans le peuple, sans vous tous. Je n'ai pas besoin de vous dire aussi que votre confiance m'honore et me touche. J'ai pas besoin de vous dire que je suis heureuse et fière d'être ici. J'ai pas besoin de vous le dire parce que je me sens ici chez moi. Associatif, syndicaliste, militant de terrain, militant politique, député, on s'est déjà croisés, retrouvés dans ces combats. Et je suis heureuse de tous vous retrouver aujourd'hui. On a toujours été dans le même camp, celui du progrès social au service du peuple. Et il y a une bataille en particulier que nous avons menée ensemble. Cette bataille, Daniel l'a dit, c'est celle de l'évasion fiscale et de la lutte contre les inégalités. C'est celle qui m'a animée ces 4 dernières années. C'est celle qui m'a obsédée, diront certains et mes amis. Mais je suis ravie de voir que les questions de justice fiscale n'obsèdent pas que moi derrière mon suivi en direct de l'Assemblée nationale, le fameux direct AN pour les acolytes, ceux qui suivent à des heures très tardives les débats à l'Assemblée nationale. Ces questions de justice fiscale, elles passionnent et elles obsèdent aussi de nombreuses personnes qui enfilent des gilets jaunes partout dans les ronds-points, dans cette salle, pour dénoncer l'injustice fiscale, pour dénoncer les inégalités. Et c'est bien ce combat contre les inégalités, ce combat contre l'injustice sociale qui s'exprime partout dans les rues de France, encore ce week-end, qui nous rassemble aujourd'hui dans cette salle et dans les mois à venir. Que vous m'ayez proposé de mener cette campagne avec vous tous, c'est la reconnaissance de ces combats menés en commun, de propositions portées en commun, de leur pertinence et de leur urgence. Et c'est cette urgence-là qui me pousse à franchir le seuil de ce mouvement. Loin pour moi l'idée de renier l'engagement associatif qui est le mien, qui est utile, est incontournable. Je vais sûrement bafouiller dans mes prises de parole et j'espère bénéficier de votre indulgence parce que je ne suis pas une professionnelle de la politique. Mais pour moi, endosser ce nouveau rôle semble au contraire le meilleur moyen de concrétiser demain des idées, des convictions, des espoirs que je portais hier. S'engager dans cette campagne, c'est offrir avec plus de certitude encore un avenir aux luttes sociales. Alors, pour donner vie à nos luttes et vigueur à nos espérances, j'en suis convaincue, notre démarche a du souffle, elle a de la puissance, un peu de cette force commune qui vient de nous toutes et nous tous dans cette campagne, de nous toutes et nous tous dans cette salle, de nous toutes et nous tous dans cette liste. Et d'ailleurs, regardons-la, cette liste. Des jeunes, des vieux, des acteurs de terrain, des écologistes, des lanceurs d'alerte, des féministes, des syndicalistes, des infirmières, des militants associatifs et culturels, des chômeurs et des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des militants chevronnés et d'autres dont c'est le premier engagement, des robes noires et des gilets jaunes, des gens venus de tous les territoires, de toutes les cultures, de tous les combats. En somme, des citoyennes et des citoyens de tous les horizons. Et même ma mère, dont j'ai suivi avec admiration le parcours à la France insoumise depuis ses débuts. Finalement, cette liste, elle est à l'image du peuple, diverse, foisonnante, enthousiasmante. Mais ce peuple-là, les amis, ce peuple-là, il est en colère. Une colère qui s'exprime par des mobilisations populaires un peu partout sur le territoire. Les personnels hospitaliers et les EHPAD,
les ambulanciers, les avocats et les magistrats, les lycéens et les étudiants, les gilets jaunes, les agriculteurs, les retraités, l'île de la Réunion dans son ensemble. J'en oublie sans doute tant le ras-le-bol est général. Ras-le-bol qui s'exprime parfois, malheureusement, par de la violence. Mais comme disait Pamela Anderson, j'ai toujours rêvé de citer Pamela Anderson dans un discours, comme disait Pamela Anderson, je déteste la violence. Mais qu'est-ce que la violence de tous ces gens comparée à la violence structurelle des élites françaises et mondiales? Car oui, il faut dénoncer la violence des 1% les plus riches, cette violence qui ferme les usines pour augmenter les dividendes, qui détruit la planète pour faire du commerce, qui jette dans la rue des milliers de personnes dans une des grandes puissances économiques mondiales. Une violence invisible et aveugle. Une violence pernicieuse qui produit de l'insécurité sociale, de l'angoisse. Une violence qui divise, qui épuise. La raison d'être de cette campagne, de cette liste, la voilà. Transformer les colères et leur donner un débouché politique. Regrouper les combats, fédérer le peuple, mutualiser nos forces, métamorphoser les peurs en espoir, le fatalisme en solution. Car c'est bien cela qui m'a convaincu de rejoindre le mouvement. Convaincu que l'on peut fédérer les colères et offrir une alternative politique crédible en Europe. Convaincu que l'on peut aspirer à exercer le pouvoir sans être un professionnel de la politique. Convaincu que l'on peut, que l'on doit donner la parole à ceux qui sont exclus de la politique. Mais cette campagne, les amis, cette campagne, elle ne sera pas de tout repos. Face à nous, il y a une petite musique bien installée, la musique qui a été déjà mentionnée un peu plus tôt. Cette musique qui sert l'agenda de M. Macron et de son gouvernement. Une petite musique que certains éditorialistes accompagnent bien volontiers par choix ou par paresse, poncif après poncif. Je ne vais pas vous la chanter, cette petite musique, parce que certains dans la salle savent que j'ai aucun talent musical. Mais je vais vous donner les principaux couplets de cette musique. Le premier couplet, c'est qu'il n'y a que 2 choix en Europe. Les mêmes gestionnaires aux affaires depuis 30 ans, l'axe Merkel, Juncker, Macron au service de la finance, ou alors le choix de l'alliance des xénophobes et des racistes de tous bords, les Le Pen, Orban ou Salvini. Le deuxième couplet de cette chanson, c'est que les réformes sont nécessaires, inévitables. Toujours les mêmes réformes, toujours plus de dumping, toujours plus de marché, toujours moins de solidarité, toujours moins de services publics. Moins de droits pour les gens, mais toujours plus pour le capital. Et le refrain, on le connaît tous, il est facile, on peut le clamer en chœur. C'est bien sûr, votez pour les listes de M. Macron, néolibéraux ou xénophobes, c'est marche ou crève, il n'y a pas d'autre choix. Comment Macron peut-il se prétendre progressiste quand il a mené la réforme fiscale la plus inégalitaire de la Ve République? Comment Macron peut-il se prétendre progressiste quand il refuse de donner un pavillon à l'Aquarius qui, depuis cette semaine, ne larguera plus les amarres? Comment Macron peut-il se prétendre progressiste quand il n'interdit pas plutôt l'utilisation du glyphosate? Comment Macron peut-il se prétendre progressiste quand il refuse l'extension du congé parental, pourtant proposé par Bruxelles? Eh bien, il faut le dire haut et fort, les amis, haut et fort, aussi fort qu'on peut le crier. Nous n'acceptons ni la forme, ni le fond de ce discours. Oui, nous sommes légitimes à porter l'alternative. Oui, il y a un espace pour nos propositions, celles qui répondent réellement aux urgences démocratiques, sociales, fiscales et environnementales. Certains diront que notre programme est radical. Mais c'est la situation qui est radicale. Les crises qui sont critiques, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et nous sommes les seuls à apporter des solutions à la mesure des urgences auxquelles il est plus que temps de faire face. Et les attentes des peuples européens sont claires. La justice fiscale et sociale, la transformation écologique de la société, la défense des services publics et des biens communs contre l'austérité mortifère. Notre campagne rend la parole à ces aspirations populaires. Ni ultralibéraux, ni xénophobes. Les peuples d'Europe veulent le progrès social,
Et ils le veulent maintenant. Alors, nous allons mener une campagne avec nos alliés européens que vous avez pu entendre aujourd'hui dans ces différentes vidéos. Notre campagne, elle s'appelle « Maintenant le peuple ». Et que veut maintenant le peuple ? Maintenant, le peuple, il demande la justice fiscale. Il demande que les grandes entreprises payent leurs impôts, les Google, les Amazon, les Facebook, pour lesquels l'Union européenne n'est pas parvenue, pas plus tard que cette semaine, à trouver un accord pour les taxer sur leur chiffre d'affaires. Le peuple, il demande que les paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg, comme l'Irlande, arrêtent de piller nos recettes fiscales. Il demande en fait, le peuple, ce qu'il demandait déjà dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cet article, je vais vous le rappeler parce que c'est mon article favori. Non pas qu'il y ait des droits plus importants, mais c'est quand même mon article favori. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. En raison de leurs facultés. Quelque chose qui résonne dans le contexte actuel où les impôts des plus riches sont les impôts qui baissent et nous tous nous retrouvons à payer le prix. Multinationales, émigrés fiscaux, vous trahissez le contrat social. Il est temps qu'ils rendent l'argent. Maintenant, le peuple, il demande à ce que les 1% les plus riches payent l'ISF, à ce que cessent les cadeaux fiscaux pour les plus riches. Et comme le dirait très bien François Ruffin, le peuple maintenant demande à ce qu'on rende l'ISF d'abord. Maintenant, le peuple, il demande aussi la transformation écologique. Younous en a parlé de manière brillante. C'est l'enjeu vital de l'humanité. Mais c'est aussi surtout un levier de justice sociale et de progrès pour tous. On ne peut plus laisser le capitalisme détruire les écosystèmes sur l'autel du profit. Cessons d'opposer l'écologie et sociale quand ce sont en fait les deux faces d'une même pièce. Une transition écologique qui ne s'attaquerait pas et s'attacherait pas à réduire drastiquement les inégalités est tout simplement vouée à l'échec. Parce qu'il faut le rappeler, ceux qui polluent le plus, ceux qui ont une empreinte écologique la plus importante, ce sont les plus riches. Et c'est pour ça que nous sommes éco-socialistes. C'est pour ça que nous voulons sortir de ce système qui cause à la fois l'injustice sociale et la destruction de la planète. C'est pour ça que la vraie transformation écologique est forcément porteuse de justice sociale. Oui, assumons de le dire, nous voulons la planification écologique en Europe et des puissances publiques fortes pour la conduire. Elles sont légitimes à le faire et elles seules en sont capables. Et pour cela, partout en Europe, il faut défendre et étendre les services publics de qualité et de proximité. Oui, nous sommes attachés à la SNCF. Pour notre énergie, oui, nous défendons les barrages. Pour l'eau, oui, nous défendons les régies publiques. Voilà pourquoi le carcan budgétaire européen est funeste et absurde. La règle d'or nous empêche d'agir pour l'écologie et donc pour le bien commun. Il faut la dénoncer et l'abolir et dire haut et fort et répéter tous en chœur non à la règle d'or, oui à la règle verte. Et quand je parle de carcan budgétaire européen, c'est avec gravité que je le dis. Le pays et l'Europe sont à un moment important de leur histoire. Cette fascination pour une règle des 3% de déficit, cette obsession pour l'austérité, pour ces règles iniques qui poussent tant de gens dans la misère. Quand nos amis, nos voisins, nos camarades passent un gilet jaune, c'est la réponse du peuple à cette injustice. Ça, mes amis, ça nécessite d'être cohérent et d'être libre de nos actions.
Nous devons, pour cela, changer les traités européens qui nous imposent l'austérité et le marché tout-puissant. Les traités européens, ce corset qui empêche au peuple de respirer. Les traités européens, nous devons nous en libérer pour nous libérer de la règle d'or qui empêche toute politique de relance par l'investissement. Nous libérer d'une libre concurrence qui met en péril nos services publics. Nous libérer de textes qui n'ont que faire de l'écologie et du social. Nous libérer de règles de fonctionnement de l'Union européenne qui nous empêchent de prendre des décisions ambitieuses en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Face à cela, que d'autres demande le peuple? Maintenant, le peuple dénonce le libre-échange et demande le protectionnisme solidaire. Emmanuel Morel en a parlé. Maintenant, le peuple demande aussi la garantie et l'extension de ses droits et libertés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Union européenne n'a pas de mots assez durs pour condamner le moindre écart à la discipline budgétaire. Elle n'a en revanche qu'un silence assourdissant à se faire entendre quand sont bafoués les droits et les libertés de ses citoyens ou des exilés qui demandent la protection. L'Europe libérale et l'Europe autoritaire s'entendent toujours pour faire primer le droit de l'argent sur le droit des gens. Alors, qu'allons-nous faire? Nous, parlementaires européens, nous utiliserons le Parlement européen et lutterons en son sein pour protéger les voix de ceux qui nous alertent et sont menacés d'étouffement, soit par les régimes autoritaires, soit par le secret des affaires. Nous nous sommes battus pour la liberté de la presse et la protection des lanceurs d'alerte. Ce combat, les amis, nous continuerons à le mener. Et nous enverrons au Parlement européen des parlementaires de combat, des élus pour informer le grand public et alerter sur les tentatives de verrouiller le débat démocratique, pour accompagner les mobilisations sociales qui ont lieu en France et en Europe, Leïla en a parlé, pour, à l'image de nos députés à l'Assemblée nationale, formuler les propositions concrètes issues de notre programme, mais aussi des ateliers des lois, pour faire évoluer partout où cela est possible, législation dans le sens du progrès social. Et je pourrais longtemps continuer à égrener nos propositions, mais nous aurons, rassurez-vous, toute la campagne pour le faire. Elles sont riches et nombreuses. Soyons-en fiers, les amis. Ces propositions que nous aurons l'occasion ensuite de préciser, évaluer, chiffrer, défendre au cours de la campagne, répondent à l'urgence de la situation, mais surtout aux aspirations populaires. Et vous pourrez compter sur moi, mais aussi sur les 78 autres candidats sur la liste, pour défendre à travers l'Europe nos valeurs, notre programme au Parlement européen. Comptez sur moi pour y mettre toute mon énergie, toute ma fougue, toute ma force, toute ma conviction, toute ma passion. Et dès demain, nous allons commencer à battre le pavé, à aller de porte à porte, de marché en marché, dans les campagnes et dans les cités, partout, des oliviers de ma Corse familiale aux plages de Normandie. Nous ferons campagne ensemble, car c'est tous ensemble que nous résisterons, tous ensemble que nous construirons et tous ensemble que nous gagnerons. Alors, et promis, je rends l'antenne avec ça. J'avais envie d'en finir avec quelques mots de Victor Hugo. Pour la petite anecdote, Victor Hugo est un des premiers qui a inspiré mon engagement politique, ce que j'avais placardé sur la porte de ma chambre il y a plus de 20 ans, une phrase de Victor Hugo: à chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme des prisons. Et je voulais vous citer un autre passage de Victor Hugo dans Les Misérables qui, je pense, résonne énormément, à la fois dans le contexte actuel, mais aussi dans le contexte de la campagne. Ces mots de Victor Hugo, les voici. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête,
Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. J'espère que ces mots de Victor Hugo avec lesquels j'ai commencé pourront guider nos pas, guider nos luttes sociales, qu'ils aident et donnent courage à nos misérables et qu'ils inspirent et éclairent notre campagne et notre mobilisation pour défendre le progrès social partout en Europe. Merci.